Depuis que les sociétés existent, les hommes construisent d'incroyables monuments et points de repère dédiés à, l'homme. Certains de ces monuments existent depuis si longtemps que nous les considérons comme acquis. Mais tous les monuments n'étaient pas destinés à ressembler à ce qu'ils sont aujourd'hui. Des projets alternatifs ont été proposés pour presque toutes les structures que tu connais. D'une version gothique du Taj Mahal au Mont Rushmore avec un visage de femme, en passant par des projets bizarres pour la Maison Blanche. Tu ne me crois pas? Eh ben prépare-toi à te régaler les yeux en découvrant quelques-unes des façons les plus audacieuses et les plus cool, voire même les plus folles, dont les monuments célèbres du monde entier auraient pu être transformés. Un design audacieux. L'exposition universelle est un élément important de l'histoire de l'architecture. Lorsque les villes accueillent l'événement, elles ont tendance à commander des structures impressionnantes et surprenantes qui redéfinissent leur ligne d'horizon. L'exposition universelle est à l'origine de monuments tels que le Space Needle de Seattle, l'Atomium de Bruxelles et l'énorme guillotine de Paris. Oh attends, désolé, je parlais de la Tour Eiffel. Bien qu'elle ait failli être une version géante de ce gigantesque appareil à couper des têtes. Lorsque Paris a obtenu le poste d'hôte d'exposition universelle en 1889, les Français ont voulu commémorer l'événement en construisant un nouveau monument. Avant que la tour de Gustave Eiffel ne soit choisie, 700 autres projets ont été soumis à l'examen, et l'un d'entre eux était un phare géant de près de 300 mètres de haut, fait de granit massif. Son concepteur affirmait qu'il serait également doté de lumières si brillantes que presque tous les habitants de Paris pourraient lire un journal la nuit. Imagine que tu vives à côté de ça et que tu essayes de dormir. La véritable pièce de résistance, cependant, était une proposition pour une énorme guillotine, en plein centre de Paris. La guillotine commémorerait la Révolution française, au cours de laquelle les Français ont utilisé l'un de ces dispositifs mortels pour se débarrasser de la famille royale et de nombreux membres de la classe dirigeante. Bien que la hauteur exacte de cette guillotine n'ait jamais été révélée, elle aurait été assez grande pour faire transpirer la Statue de la Liberté si elle s'était retrouvée du mauvais côté du peuple français. Le poulet du Capitole. À bien des égards, le Capitole est au cœur de la démocratie américaine. Il abrite le Congrès depuis plus de 120 ans et c'est là que les présidents prêtent serment et que les lois de la nation sont écrites. Mais au-delà de ça, il a failli ressembler à un fast-food de poulet frit. En 1792, Thomas Jefferson a proposé d'organiser un concours d'architecture pour décider de la conception du bâtiment du Capitole, qui n'était pas encore construit à l'époque. Jefferson étant lui-même architecte, il pensait qu'il pourrait choisir un projet qui plairait à son ami et tout premier président des États-Unis, George Washington. Mais il y a eu un projet qui ne l'a certainement pas impressionné, celui-ci, de l'architecte amateur James Diamond. Si le bâtiment lui-même n'est pas trop mal, il présente une malheureuse irrégularité à son sommet. Cette esquisse est censée représenter une girouette, et non, elle n'a pas la forme d'un poulet, mais celle d'une pigargue à tête blanche. L'oiseau géant à l'allure déroutante n'impressionnera pas Washington, et en 1793, ils optèrent pour le dessin de William Thornton qui, selon eux, exprimait la grandeur et la beauté. Tiens, encore un petit autre fait amusant. Lorsqu'ils décidèrent quel serait l'oiseau national de l'Amérique, Benjamin Franklin s'est fait le champion de la puissante dinde. Aussi ridicule que puisse paraître le dessin de Diamond, il aurait pu être encore pire. L'éléphant de triomphe. Revenons à un pari sophistiqué, et non, ne t'inquiète pas, il ne proposerait pas quelque chose de fou comme de construire une chaise électrique géante à la place du Louvre. Maintenant, l'Arc de Triomphe a été commandé par Napoléon en 1806 pour commémorer et célébrer les nombreuses victoires militaires de la France. Enfin, techniquement, les nombreuses victoires militaires de Napoléon. Il a été achevé en 1836 et se dresse aujourd'hui comme un témoignage de l'esprit durable du peuple français ainsi que de l'ego de Napoléon. 45 ans plus tôt, cependant, un projet bien plus étrange a été proposé à sa place, l'éléphant triomphal. Ce monument à l'éléphant absolument insensé aurait comporté un escalier en spirale menant dans le ventre de l'animal, ainsi qu'un système de drainage complexe permettant à l'eau de s'écouler en permanence de sa trompe. L'éléphant n'aurait fait que 10 mètres de haut, soit 40 mètres de moins que l'arche, mais aurait été doté d'un décor intérieur extravagant et même d'un jardin. Malheureusement, le projet a été rejeté par le gouvernement français. Cependant, Napoléon s'est peut-être inspiré du projet inutilisé lorsqu'il a commandé le monument de l'éléphant de la Bastille, qui n'a malheureusement jamais été achevé. Ce monument aurait été situé à seulement 25 minutes du Moulin Rouge, où se trouve également une statue d'éléphant géante. Pourquoi Paris était-elle si obsédée par les éléphants, me diras-tu? Eh bien, les éléphants étaient simplement une fixation de la fin de la Renaissance pour les Français, car ils étaient perçus comme nobles et forts. Cela dit, il est assez étonnant de penser que la ligne d'horizon de Paris aurait pu être complètement différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Des éléphants géants, des guillotines massives, ça ressemble plus à une sorte de rêve fiévreux qu'à une ligne d'horizon pour moi.
Le Rushmore complet. Le mont Rushmore est dédié à certains des plus importants présidents américains. Il a fallu 14 années épuisantes pour achever le monument. Chaque visage étant sculpté à la main dans la montagne et mesurant la taille stupéfiante de 20 mètres. Mais techniquement, il n'est qu'à moitié terminé. Le projet a débuté en 1927 sous la supervision d'un homme nommé Gutzon Borglum. Borglum était obsédé à l'idée d'un monument aux grands hommes de l'histoire américaine et à l'origine, il avait voulu inclure les corps des présidents dans la paroi rocheuse juste au cas où quelqu'un penserait qu'il pourrait être inopportunément torse nu sous le coup. Borglum avait également prévu d'inclure toute l'histoire de l'Amérique, mais le Congrès a finalement revu le projet à la baisse, reconnaissant que Borglum allait un petit peu trop loin. Cependant, après le début de la construction, il a été proposé que Susan B. Anthony, une importante abolitionniste et défenseuse des droits des femmes, soit ajoutée au monument. Cette idée fut si populaire qu'un projet de loi du Congrès fut rédigé pour inclure Suzanne, et la première dame Eleanor Roosevelt écrivit même à Borglum lui-même pour louer l'idée. Alors pourquoi Suzanne ne figure-t-elle pas aujourd'hui sur la montagne? Eh bien, disons que Borglum était très sexiste et qu'il s'est battu bec et ongle contre l'idée qu'une femme figure sur sa très virile montagne. Mais ce n'était pas la seule raison. Il avait déjà fallu 14 ans pour sculpter le monument et l'ajout de Suzanne aurait porté la durée de la construction à 17 ans et demi. L'ajout de tous les corps aurait pu doubler cette durée. S'ils avaient voulu inclure toute l'histoire de l'Amérique, ils y travailleraient peut-être encore aujourd'hui. Qu'est-ce que t'en penses? L'ancienne Suzanne aurait-elle dû être gravée sur cette montagne? Et si tu pouvais choisir quelqu'un d'autre pour être immortalisé sur le mont Rushmore, qui ce serait? Elvis Presley, Michael Jordan, Hulk Hogan? Dis-le-moi dans les commentaires ci-dessous et n'oublie pas de t'abonner pour plus d'infos. Et maintenant, où est-ce qu'on va? L'énigme du Taj Noir. Le Taj Mahal en Inde est l'un des édifices les plus reconnaissables et les plus aimés au monde. Mais son marbre immaculé cache un sombre secret, littéralement. Shah Jahan, l'ancien empereur moghol de l'Inde, était un grand amateur d'architecture et un responsable de certaines structures étonnantes telles que le Wazir Khan et probablement le Jama Masjid, inspiré d'Aladin. Lorsque son épouse bien-aimée Mumtaz Mahal est décédée en 1631, Jahan a eu le cœur tellement brisé qu'il a commandé son plus grand projet, un mausolée. Construit en 22 ans, le Taj Mahal est une merveille d'ingénierie et a été construit de manière à être complètement symétrique dans les moindres détails. La symétrie est telle que de nombreux historiens pensent que le Taj Mahal est incomplet. Pourquoi le Taj Mahal est-il incomplet, me diras-tu? Eh bien, parce qu'il n'y en a qu'un. Entre 1640 et 1655, Jahan a commencé la construction d'un second Taj Mahal, de l'autre côté de la rivière en face du premier. Ce Mahal aurait été identique au premier en tout point, à l'exception d'un seul. Au lieu de marbre blanc, il aurait été fait de pierre noire. Jahan prévoyait d'être enterré dans le Taj sombre, en face de sa femme. Malheureusement, après sa mort, les enfants de Jahan étaient tellement occupés à se disputer l'héritage de l'empereur que le projet a été pratiquement oublié. Et voilà un passé bien sombre. Hashtag 4 tours. Le 11 septembre 2001 a été un jour sombre pour la ville de New York. Une attaque contre le World Trade Center a dévasté les deux tours jumelles de 550 mètres et a laissé une marque énorme dans l'histoire américaine. Il a finalement été décidé qu'un nouveau World Trade Center serait construit non loin du site d'origine. Et bien que le projet de One World Trade Center de SOM ait remporté l'honneur d'être construit, la compétition était vive et plusieurs alternatives ont été proposées. Foster & Partners par exemple ont proposé ce projet gigantesque, horrible et aveuglant, qui a plus d'angles qu'un cours de géométrie. Shigeru Ban a proposé ce projet qui ressemble soit à un bâtiment non texturé issu d'un jeu vidéo, soit à Spider-Man qui vient d'en faire une tour. La proposition qui remporte la palme cependant doit être le projet de Richard Meyer des Partners. Le projet de RMP aurait comporté non pas une, ni deux, mais 5 tours, chacune d'une hauteur de plus de 300 mètres. De plus, chaque tour aurait été reliée à la suivante par une série de ponts en forme de gratte-ciel, les faisant ressembler à une série d'énormes hashtags. Ils l'ont même admis, mais ont affirmé que le signe favorisait l'harmonie, la stabilité et la dignité. On peut vraiment dire qu'ils ont écrit cela avant que Twitter existe, hein? Les ziggurats loufoques. Quand tu imagines le mémorial de Lincoln, quels adjectifs te viennent à l'esprit? Probablement des mots comme stoïque, fier et digne, n'est-ce pas? Tu ne penses pas horrible, imposant et occulte, non? C'est parce qu'ils n'ont pas choisi l'un des projets rejetés qui sont assez fous. L'un d'entre eux présentait une pyramide géante à l'allure d'Égypte ancienne, tandis qu'un autre était un bâtiment à l'allure du Parthénon de l'Antiquité grecque. Ouais, un bon gros manque d'originalité et de perspective. La meilleure et la plus effrayante escroquerie cependant doit être celle de Lincoln Ziggurat. Les ziggurats sont des pyramides à étages constituées de grandes marches, dont les origines remontent à l'ancienne Mésopotamie.
Elle semble également un peu trop menaçante pour un mémorial, si tu veux mon avis. Je veux dire, imagine la statue géante de Lincoln perchée au sommet te regardant de haut. C'est pas aussi inspirant que terrifiant. Le ziggurat semble mesurer environ 30 mètres de haut, soit la hauteur d'un immeuble de 9 étages. Ce qu'il y avait à l'intérieur n'a jamais été présenté. On suppose qu'il s'agissait d'une chambre sacrificielle où on pourrait offrir son premier-né au grand seigneur Lincoln, non? Finalement, ils ont opté pour le mémorial de Lincoln, beaucoup moins ostentatoire que nous connaissons tous aujourd'hui. Il a été inauguré le 30 mai 1922 et dédié par l'ancien président William Taft. Je suis sûr qu'il se demandait depuis le début quand son mémorial géant allait être construit. Mais désolé Taft, c'est pas pour tout de suite. Pont Mario Kart. Le London Bridge est une œuvre architecturale magnifique et emblématique. Depuis plus d'un siècle, il est l'un des points de repère les plus durables et les plus marquants de Londres. Sauf que ce n'est pas le London Bridge, c'est le Tower Bridge. Cette misérable et ennuyeuse dalle de béton est le London Bridge. Ne te sens pas mal, cependant, confondre les deux éléments doit être l'une des erreurs d'étiquetage les plus courantes au monde. Cela ne se produirait probablement pas autant si le Tower Bridge avait opté pour un autre projet. Cette proposition de pont incroyablement unique, faite par F.J. Palmer au 19e siècle, ressemble à une figure en 8. Mais on dirait qu'elle a été tirée directement d'une piste de Mario Kart. En supposant qu'il n'y ait pas de carapace rouge à affronter pendant la traversée, eh bien comment cela fonctionne-t-il? Alors, chaque boucle du pont comporte 2 sections rétractables de chaque côté. Cela signifie que si un navire doit passer, une section peut être rétractée. Le navire peut entrer au centre de la boucle, puis une fois que la première section est remplacée, l'autre extrémité peut être rétractée. Ainsi, un navire pouvait traverser le pont sans que la circulation piétonne ne s'arrête. Bien que cela puisse paraître fastidieux, cette solution est bien plus respectueuse des usagers de la route que le pont actuel, qui interrompt tout le trafic dès qu'un navire passe à proximité. Mais pourquoi ce projet a-t-il été rejeté? Il est possible qu'il ait tout simplement été trop complexe. La construction du Tower Bridge que nous connaissons aujourd'hui a nécessité 8 ans, 70 000 tonnes de béton et 10 000 tonnes d'acier et 432 ouvriers de 5 entreprises différentes. Mais il est possible que la création de 4 ponts coulissants expérimentaux aurait nécessité encore plus que cela. Mais ce n'est qu'une théorie. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Pourquoi ce projet ne s'est jamais concrétisé? Dis-le-moi dans les commentaires. La contrefaçon de Liberty. La Statue de la Liberté est l'un des symboles américains les plus emblématiques qui soit. Mais si je te disais que cette statue de 45 mètres de haut n'était pas du tout censée incarner l'Amérique, elle était en fait censée représenter l'Égypte. Lorsque l'égocentrique Auguste Bartholdi a visité l'Égypte en 1855, il n'a pas été émerveillé par les merveilles du pays. Il était jaloux. Il a jeté un coup d'œil aux sculptures d'Abou Simbel et s'est dit qu'il était juste qu'il ait lui aussi une statue géante dans le pays. Tu trouves que j'abuse? Eh ben écoute ça, je le cite. « Les Américains croient que la liberté illumine le monde. En réalité, c'est mon génie. » Ouais, je suis étonné qu'on ne l'ait pas confondu avec l'une de ces sculptures géantes vu la taille de sa tête. Notre très cher Auguste s'est donc mis au travail et a fini par concevoir cette statue appelée « Egypt Carrying the Light to Asia ». L'Égypte porte la lumière en Asie. Il s'agit d'une statue de 26 mètres de haut représentant un fermier égyptien sur un piédestal de 15 mètres de haut. Elle était censée représenter l'industrialisation de l'Égypte et a un aspect beaucoup plus modeste que la Statue de la Liberté. Elle aurait eu un niqab lumineux cependant. Il était destiné à se dresser devant le canal de Suez que l'Égypte venait d'achever. Le canal est d'une importance capitale pour l'Égypte. Aujourd'hui encore, des milliers de navires y transitent chaque année rapportant au pays des milliards de dollars. Alors pourquoi cette dame de lumière n'est-elle pas là pour les accueillir ? Probablement parce que le pays a dû contracter un prêt à fort taux d'intérêt de plus d'1 milliard de livres égyptiennes pour terminer le projet, et qu'il n'a donc pas voulu débourser un peu plus pour une nouvelle statue. Après tout, ils en ont déjà des centaines. Agacé, Bartholdi a rapidement et paresseusement réutilisé le dessin. La France l'a commandé pour l'équivalent de 6,7 millions de dollars avant de l'offrir à l'Amérique, ce qui a donné la Statue de la Liberté. Une contrefaçon d'un monument. Ouais, ça m'a mis la puce à l'oreille en matière de patriotisme. Lavage de la Maison Blanche. La Maison Blanche est l'un des bâtiments les plus connus et les plus importants d'Amérique. Elle a abrité 46 présidents et plus de 2 fois plus de chiens présidentiels. Étant le siège du pouvoir de l'une des nations les plus puissantes de l'histoire moderne, il est logique que le design de la Maison Blanche ait fait l'objet de délibérations. Un concours organisé et jugé par George Washington, ce premier président mentionné plus haut, a finalement abouti au projet de l'architecte irlandais James Hoban. Ne le dites pas à Washington, mais Hoban a en fait remodelé l'ensemble du projet sur la Easter House à Dublin, sa ville natale. Plusieurs projets concurrents ont pourtant failli être retenus.
Ce dessin en forme de boîte a été soumis par Philip Hart, mais n'a pas été considéré comme suffisamment sophistiqué ou élégant pour Washington. Voici un projet de James Diamond, dont vous vous souviendrez pour son projet du Capitole rejeté. Il est distinctif, mais des escaliers sont placés maladroitement loin de l'entrée du bâtiment. Attends, reviens un peu en arrière. Sérieusement, James, laisse le poulet s'en aller. Le père fondateur et futur président Thomas Jefferson était également architecte et a soumis un projet influencé par l'architecture européenne classique. Si Jefferson n'a pas regretté d'avoir perdu le concours, il n'a pas pu s'empêcher d'apporter quelques améliorations à la Maison Blanche alors qu'il était président, comme la construction d'une cave à vin et l'installation de 2 water closets à l'étage. Je suppose qu'il a vraiment gagné à la fin. Khalifa en devenir. Le Burj Khalifa est actuellement le plus haut gratte-ciel du monde, avec une hauteur stupéfiante de 827 mètres et 140 étages. Et si ce n'est pas assez magnifique pour toi, il avait presque une cape. En 2014, les designers Open ont proposé qui aurait été la plus grande installation artistique du monde. Leur idée était d'envelopper le Burj Khalifa, qui, je le répète, est le plus grand bâtiment du monde, d'un tissu ultra léger. L'installation devait s'appeler Exoburj, le tissu imitant de façon réfléchissante le Burj Khalifa. De loin, le Khalifa aurait théoriquement reflété le paysage urbain de Dubaï, tandis que de près, il aurait reflété le spectateur. Des structures de soutien en forme d'éventail auraient descendu en cascade, maintenant le matériau en place. Le Burj Khalifa serait ainsi devenu le plus grand miroir du monde, ce que les oiseaux locaux auraient certainement apprécié. Si le Burj Khalifa mesure 828 mètres de haut et environ 170 mètres de large, ça signifie que le voile équivaudrait à 22 637 mètres carrés de matériaux. C'est plus grand que 2 pâtés de maison entiers de Manhattan. Alors pourquoi le Burj ne s'est-il pas transformé en un gigantesque tube réfléchissant? Le monument était peut-être mal choisi. En 2014, la direction du Burj Khalifa a annoncé qu'elle n'avait même plus les moyens de faire fonctionner l'air conditionné et les ascenseurs. Donner au bâtiment le plus grand voile de mariée du monde n'était donc probablement pas en tête de leur liste de priorités. Le sanctuaire de Washington. Si le monument de Washington est aujourd'hui l'un des monuments les plus durables, les plus élégants et les plus simples de l'Amérique, il n'y a rien de mal à être simple. Mais il n'a pas toujours été destiné à aussi être discret. Après que l'architecte Robert Mills ait remporté le concours pour la conception d'un monument commémorant le père fondateur de l'Amérique, George Washington, il est devenu fou. Sa proposition initiale de 1836 consistait en une structure énorme, d'allure presque religieuse. À la base se trouvait un grand temple de style classique de 76 mètres de diamètre et 30 mètres de haut. Au centre, une énorme colonne de 150 mètres émergeait, avec la statue de Washington chevauchant une voiture tirée par un cheval et reposant sur l'entrée principale. Mais alors, que s'est-il passé? Le National Washington Monument Society, qui a organisé le concours, s'est appuyé sur les fonds publics. Il s'avère que le projet ambitieux, unique et grandiose dont le coût est estimé à plus d'1 million de dollars, donc environ 30 millions de dollars aujourd'hui, ne font pas bon ménage avec les fonds publics. La construction n'a commencé qu'en 1848, 12 ans après que Mills ait soumis le projet, et en 1856, l'argent et l'enthousiasme pour le projet se sont complètement taris. Le monument est resté inachevé pendant des décennies avant que le Congrès n'intervienne en 1876, 40 ans après le début du concours. À ce stade, Mills était mort depuis longtemps, et c'était peut-être mieux ainsi. Lorsque le Congrès a repris le projet, il a réduit la conception de Mills à la chose moins chère qu'il pouvait appeler un travail fini. Bien qu'elle atteigne aujourd'hui une hauteur impressionnante de 170 mètres, il lui manque encore 14 mètres par rapport à ce que Mills avait imaginé. Comparé à ce qu'il aurait pu être, le monument de Washington ressemble aujourd'hui davantage à un cure-dent de Washington. La maison du danger de Sydney. L'Opéra de Sydney est l'un des bâtiments les plus reconnaissables au monde. Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, il est indéniable que sa conception est distincte, mémorable et totalement unique. C'est pourquoi il est si étrange d'apprendre que non seulement il aurait pu avoir un aspect différent, mais qu'il était presque totalement à l'opposé du bâtiment que nous connaissons aujourd'hui. En 1956, le concours international pour la conception de l'Opéra national a été ouvert et a été remporté par l'architecte danois Jørn Utzon. Mais un architecte américain du nom de Joseph Marzella est arrivé en deuxième position avec ce projet. Son design brutal présente des angles aigus et donne une impression de puissance et d'intimidation. Tu sais exactement ce que tu veux pour un opéra. Plus sérieusement, il est assez intéressant de constater qu'ils ont opté pour un design qu'ils ont choisi. Le projet d'Hudson était tout aussi audacieux que celui de Marzella, mais il semblait plus léger, plus libre et plus ludique. En regardant les deux projets côte à côte, je ne sais pas si le projet actuel pourrait paraître beaucoup plus léger ou moelleux.
À moins bien sûr qu'il ne soit fait de pâte à tarte. Je parie que l'acoustique à l'intérieur serait terrible cependant. La vie sous verre. Les années 60 ont été une période de grands changements en Amérique. La musique devenait plus expérimentale, les jeunes se convertissaient au hippisme et des super vilains fous tentaient d'enfermer des villes dans des boules à neige géantes. Non, je ne plaisante pas. Voici l'architecte excentrique Herb Buckminster Fuller qui, en 1960, a une idée folle. Construire un dôme de verre géant au-dessus de Manhattan. Ce dôme aurait été fait de verre renforcé par des fils métalliques et incassables. À sa pleine hauteur, le dôme de Fuller aurait atteint 1 kilomètre dans les airs et se serait étendu de la 62e à la 22e rue, ce qui lui aurait donné un diamètre de 1,8 km. Dans la vision de Fuller, le dôme aurait ressemblé à l'hémisphère scintillant d'un miroir vu de l'extérieur. Pour moi, il s'agit plutôt d'un danger pour la route. Quels seraient donc les avantages de la vie sous le dôme? Selon Fuller, le dôme maintiendrait les villes à une température confortable et régulée tout au long de l'année, ce qui permettrait aux particuliers d'économiser jusqu'à 80% sur le chauffage. La ville n'aurait pas non plus à payer le déneigement, ce qui, selon Fuller, aurait permis d'amortir le coût du dôme en 10 ans. Bien que l'on ne connaisse pas le calcul exact de ce coût, la ville de New York paye aujourd'hui 1,8 million de dollars par pouce de neige enlevé. Pour être honnête avec le vieux Bucky, il n'était pas totalement fou. Dans sa proposition, il reconnaissait que le projet n'obtiendrait probablement pas ce financement, mais qu'il s'agirait d'une excellente façon de concevoir les villes du futur. Qu'est-ce que t'en penses? Ça te dérangerait de vivre dans un aquarium géant? Dis-le moi dans les commentaires. Le Christ transporteur. Depuis son achèvement en 1931, le Christ Rédempteur ou Cristo Redentor est sans doute devenu l'emblème la plus connue du Brésil. Cette statue de près de 30 mètres de haut est connue pour ses bras ouverts et chaleureux qui s'étendent eux-mêmes sur 27 mètres, soit presque la longueur de 3 bus scolaires. En raison de la proposition de la statue, on a l'impression que le Christ ouvre grand les bras, prêt à embrasser la ville de Rio de Janeiro ci-dessous. S'agit-il d'un commentaire sur la nature chaleureuse, aimante et indulgente du Christ? Non, à l'origine, le Christ était censé porter un tas de choses. La statue a été commandée par un groupe de Brésiliens qui craignaient, après la Première Guerre mondiale, que le Brésil ne devienne une nation moins pieuse. Ils considéraient la statue comme un moyen de reconquérir Rio au nom de la chrétienté. Le dessin original de Heitor da Silva Costa montrait Jésus portant une énorme croix dans une main et un globe dans l'autre. Même si cela symbolisait probablement, je ne sais pas, la routine matinale des avant-bras du Christ, il faut admettre que cela semble beaucoup plus chargé que le dessin final. Même les gens de l'époque se sont moqués de la maquette, la surnommant le monument du Christ avec une boule. Moins enthousiasmant, non? Da Silva Costa a finalement fait équipe avec un homme nommé Carlos Oswald, et ensemble ils ont décidé que le Christ lui-même serait la croix. Une idée inspirée. Mais perso, j'aime à penser qu'il est en train de se préparer pour le crowdsurfing le plus catastrophique de l'histoire. Et voilà un petit aperçu d'un monde alternatif où Manhattan est sous un dôme, où il y a un poulet sur la Maison Blanche et où la Tour Eiffel est une immense guillotine. Quel est ton projet alternatif préféré? Lequel t'aurais voulu voir construit au lieu de ceux que nous avons? Fais-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Comme d'habitude et jusqu'à la prochaine fois, merci de nous avoir suivis.